Stajali bismo nemo, nagnuti nad tim požutelim fotografijama, u čiju se starost nije moglo sumnjati, a staromodni kostimi budili su u nama nostalgiju. Ovaj genijalni mladić, ovaj wunderkind, ovaj pesnik i pijanist, to je moj pokojni otac, Eduard Sam, dvostruko je i zauvek mrtav. A ovo je moja majka, Marija Sam, u vreme kad još nije bila moja majka, pokojna Marija Sam. A ovo je moja sestra Ana, pre 5-6 godina, kad smo još živjeli u ulici Kestenova, pokojna Ana Sam. A ovaj dečak sa zvončićem ispod grla, kao kakva mala ovca, to sam ja, pokojni Andreas Sam. Je m'appelle Danilo Kiška Ives, c'est un nom d'origine hongroise, mais je suis un écrivain yougoslave. Je suis né en 1935 à la frontière yougo-hongroise, et je souligne ce fait parce que j'ai vécu dans les deux pays. Je suis donc bilingue dans ce sens-là. Moj je otac ugledao svete u zapadnoj Mađarskoj, a završio je Trgovačku akademiju u mestu rođenja izvesnog gospodina Viraga, koji će milošću gospodina Joycea postati slavni Leopold Bloom. Godine 1944. moj otac, kao i svi naši rođaci, bit će odvedeni u Auschwitz, odakle se skoro niko od njih neće vratiti. U mojoj 4. godini, u vreme donošenja antijevrejskih zakona u Mađarskoj, roditelji su me krstili u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu, u pravoslavnu veru, što mi je spaslo život. Do svoje 13. godine živao sam u Mađarskoj, u očevom rodnom kraju, gde smo pobegli 1942. posle Novosadskog pokolja. Radio sam kao sluga kod bogatih seljaka, a u školi sam slušao katehizis i katoličku biblijsku egzegezu. U svojoj 9. godini napisao sam prve pesme na mađarskom. Jedna je govorila o gladi, druga je bila ljubavna pesma par excellence. Od svoje sam majske nasledio sklonost ka pripovedačkoj mešavini fakata i legende, a od svoga oca patetiku i ironiju. Za moj odnos prema književnosti nije bez značaja činjenica da je moj otac bio pisac međunarodnog reda vožnje. To je čitavo kosmopolitsko i književno nasleđe. Godine 1947. posredstvom Crvenog krsta repatrirani smo na Cetinje, gde je živeo moj ujak, poznati istoričar, biograf i komentator Njegoša. Odmah po dolasku polagao sam ispit za likovnu školu. U ispitnoj komisiji bili su Petar Lubarda i Milo Milunović. Trebalo je da sačekam godinu, dve, kako bih mogao imati potrebnu gimnazijsku spremu. Za to vreme odlučio sam da ipak završim maturu. U gimnaziji sam nastavio da pišem pesme i da prevodim mađarske, ruske i francuske pesnike, u prvom redu radi stilske i jezičke vežbe. Spremao sam se za pesnika i izučavao sam književni zanat. Posle mature upisao sam se na Beogradski univerzitet, gde sam diplomirao kao prvi student na novotvorenoj katedri za uporednu književnost. Kao lektor za srpsko-hrvatski jezik i književnost boravio sam u Strasburu, Bordeauxu i Lillu. Posljednjih godina živim u Parizu, u 10. arondismanu i ne bolujem od nostalgije. Kada se probudim, ponekad ne znam gde sam, čujem kako se našijenci dozivaju, a iz kola parkiranih pod mojim prozorom sa kasetofona trešti harmonika.
Je l'ai rencontré la première fois quand il a été nommé chevalier des arts et lettres par Jack Lang, par le ministre de la Culture. Donc vraiment au milieu des années 80, je ne dirais pas. Et c'est Kundera qui m'avait attiré mon attention sur lui. Il l'avait fait venir dans un séminaire qu'il faisait sur le roman. Il est, d'après moi, un de ces grands romanciers centre-européens auxquels je consacre mon séminaire. Et justement, il était invité pour, disons, prouver aux étudiants ce qui fait la différence entre l'esthétique centre-européenne et ce qu'on avait l'habitude de lire ou de comprendre ici à Paris, en Occident. Il m'avait dit, tu devrais lire Danilo Kish, tu verras, c'est un drôle de personnage, quand on le voit, on a l'impression que c'est un voyou, ou que c'est un barbare, et c'est un des écrivains les plus subtils que je connaisse. C'était pas fou comme diagnostic. Mais heureusement qu'il a fait ces conférences, et après, moi, je n'ai pas arrêté de les lire jusqu'à aujourd'hui. Je ne le connaissais pas personnellement. Je n'ai pas cherché non plus parce que, mais pour moi, c'était moi qui était un petit chroniqueur à la Quinzaine littéraire et un professeur d'université. L'idée de pouvoir approcher Danilo Kish me paraissait absolument impossible. Je suis très content d'avoir participé à sa connaissance et qu'aujourd'hui, avec le recul, on voit que j'ai pu jouer un petit rôle. Je l'ai rencontré à Jérusalem lors d'un voyage qu'il avait fait avec un écrivain hongrois qui s'appelle György Konrád. Ils avaient été invités par une institution à Jérusalem pour faire une conférence, ou une série peut-être de conférences à deux voix. Moi donc j'ai lu dans le journal que Danilo Kish venait à Jérusalem dans cette institution. J'ai téléphoné, j'avais 22 ou 23 ans et je lui ai dit voilà, j'aimerais bien vous rencontrer. Et il m'a dit mais viens. Le seul écrivain, presque le seul, avec Kafka, dont j'ai une photo dans ma bibliothèque. Il y avait un article de Nicole Zand dans Le Monde et j'ai découpé cet article, il y avait une photo et il est là, jauni sur ma bibliothèque depuis presque 30 ans et il ne bouge pas. Je crois que c'est un écrivain qu'il faut lire et relire, comme Joyce, comme Kafka, comme Faulkner. Ce sont des écrivains dont la richesse nous accompagne et nous-mêmes nous changeons tous. Viđao sam po Francuskoj zanimljivih ljudi, ali viđao, znate, onako na ulici. Mesto koje ja najbolje poznajem, gdje se najbolje osjećam, bi su valjda navike, pošto sam nekad tamo dolazio, to je Montparnasse. Tu sam vrlo često viđao Sartra, znate, na ulici, tako je, kući ili u kafani. Tu sam viđao često i viđam ga još uvek Žena Ionesca. To su ljudi koje ja viđam, takozvanih pisaca, uglednih ili manje uglednih, jedva da bih mogao da vam navedem nekog koga poznajem. Aux yeux du public parisien et français, un transfuge de l'Est de l'Europe et le choix de venir à Paris, même si pour lui il était avant tout un choix de créateur littéraire, pouvait passer aux yeux de l'opinion pour en même temps un choix politique, pour se détacher du régime alors dominant en Yougoslavie. Il est parti pour des raisons très sérieuses. Bon, comme il l'a dit lui-même, comme il l'a écrit, c'était un exil volontaire, un exil joycien. Il est venu ici. Je pense qu'il a été très malheureux, sur un certain plan. Ses amis étaient à Belgrade, ses vieux amis. D'un autre côté, réfléchissant à Paris, je pense qu'il avait le désir de mieux se comprendre lui-même et d'éclairer le sens de son travail qui reposait sur un héritage européen qui ne connaissait pas la frontière du rideau de fer.
C'était quelqu'un de marginal. Et ça me fascinait, ça, justement, parce qu'autour de moi, dans le milieu littéraire à Paris, il n'y avait que des gens qui avaient des postes, des carrières, et lui, pas du tout. Il était, comment dire, c'était quelqu'un de très intègre et qui ne vivait que pour sa passion et sa vie, oui, c'est ça, sa passion et sa vocation. Et ça me fascinait beaucoup. Il a été comme ça en ex-Yougoslavie, où c'était une personnalité seule, qui n'appartenait à rien ni à personne, libre, révolté, libre. En France, ça a été pareil. Il s'est heurté à l'époque à une gauche intellectuelle absolument toute puissante, dans les médias, dans la littérature, etc., dont il ne partageait pas les idées, et à qui il disait franchement ce qu'il pensait dans les soirées. Et il disait toujours, quand les Français m'invitent une fois, ils ne m'invitent jamais deux fois, parce qu'il disait ce qu'il pensait. Kad god se priča o našim stvarima, ne samo o drugima, nego i o meni, kod nas i piše, uvek se na izvestan način logično preteruje. Stvari stoje mnogo gore nego što mi odavde vidimo, ne samo u vezi sa drugim piscima iz naše zemlje, mrtvima i živima, nego naravno i u vezi sa mnom. To je moj takozvani uspeh i uspeh naših pisaca, to je kap u moru ignorancije koje se odnosi na celokupnu našu kulturu, posebno literaturu. Là, je reprends des catégories de Milan Kundera. Il y a deux sortes de provincialisme. Il y a le provincialisme des petites nations. Et les petites nations ont tendance à considérer que tout écrivain qui s'émancipe de la culture étroitement locale devient un traître. Et il y a le provincialisme des grandes nations, comme la France, qui ont tendance à mépriser ou à négliger tout ce qui s'écrit au-delà de leurs frontières. Bon. La France est persuadée qu'elle a une littérature suffisamment riche pour se suffire à elle-même. Danilo a vécu des humiliations d'intellectuels qui avaient un rapport vraiment condescendant, arrogant. Et à la fin, quand on lui demandait d'où il venait, il disait « je viens d'Africa Centrale ». C'était sa façon de dire « foutez-moi la paix, de toute façon mon pays vous y connaissez rien, donc Africa Centrale ». Souvent dit, je connais tout ce que vous connaissez, vous ne connaissez pas mon univers, ni mon pays, ni ce qui a fait moi d'un écrivain. Et c'est très important. Pisac zapravo kao ljudsko biće traži smisao svog postojanja. Odakle sam, ko sam, kuda idem. I šire od toga odakle smo, ko smo i kuda idemo. Naime, odjednom to pojavljivanje jedne misleće osobe na svetu, u konkretnom slučaju pisca, jeste velika ljudska zagonetka, iako ne možemo svojim skromnim književnim sredstvima da je osmislimo, mi bar pokušavamo kroz to traženje sećanja najdaljeg i najdubljeg sa pokušajem da se to sećanje produbi na naše pretke. Zapravo pokušavamo da pravimo jednu vrstu filozofeme, jedne, da kažem, pučke filozofije koja se pojavljuje u literaturi kao pokušaj traženja odgovora na ta pitanja egzistencije. Il faisait partie de ces grands artistes qui ne créent que par nécessité absolue. Absolue. C'est ça où je crève. C'est pas je fais des livres pour être publié parce que j'aime être écrivain. C'est une nécessité très très profonde et qui fait aussi la profondeur de l'œuvre. Et c'est des gens qui, s'ils ne créent pas, ils meurent. Il ne se voit pas écrire. Il est extérieur. Il écrit pour les lecteurs. Il n'écrit pas pour s'exprimer. Bien sûr que Danilo Kiš est partout. Bien sûr que l'auteur est partout. Mais ce n'est pas le narcissisme occidental. Ce n'est pas « regardez-moi écrire ». Donc c'est un esprit anti-lyrique, anti-narcissique. Il pousse son ego à l'extérieur de la forme.
Ça, c'est le premier paramètre. Et on peut constater la même chose pour Kundera, pour Gombrowicz, mais aussi pour Kafka. C'est-à-dire pour tout un siècle de l'Europe centrale, c'est un siècle d'esprit anti-lyrique. C'est aussi une littérature de palimpseste, qui est très très intéressant, parce qu'il se fait le paléontologue. Il se fait l'anthropologue, il travaille comme un entomologiste, il scrute tout ça à la loupe. C'est une littérature de strates. Et c'est comme un palimpseste, pas totalement effacé. Le deuxième point, aussi essentiel, c'est la sensibilité musicale, c'est-à-dire la composition de la forme. On n'écrit pas pour partir d'un point, pour arriver à un autre point. Ça se fait et ça se refait, et c'est à peu près la banalité de ce qu'on fait aujourd'hui. Eux, les grands écrivains de l'Europe centrale, composent, ont le sentiment de la musique, font des symphonies, font des fugues, ce sont des œuvres musicales, pas dans le sens de la sonorité, mais dans le sens de composer avec des formes. Et ces formes sont multiples, c'est-à-dire on sent la participation des différentes civilisations, des différentes voix. Il ouvre sur des énigmes, Danilo. Il n'écrit pas pour porter un message, mais pour nous faire réfléchir sur les complexités, les mystères de l'expérience humaine. Il y a des textes qui relèvent du registre purement fantastique, où on sait qu'on est dans la fable, on est dans l'imaginaire, mais il s'appuie sur des documents, et où Danilo fait semblant de s'appuyer sur des documents réels, au point où on se demande ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui est extrêmement intéressé par le document brut et qui cite continuellement des textes de livres, des textes de journaux, des listes, des inventaires qui procèdent par des énumérations souvent très drôles, mais aussi très touchantes. C'est une œuvre qui a une incroyable dignité par rapport à la violence du monde, quoi. Il y a quelque chose voilà, oui, qu'on entend rarement, très très rarement. Mais enfin, quand je dis tout ça, enfin, la question littéraire, enfin, la question du style même de cette œuvre, de ce jeu avec le document, ce jeu avec le réel, ce jeu avec des figures, des petites figures de l'histoire, enfin des petits personnages qui ont disparu dans l'histoire, c'est une vraie merveille. C'est-à-dire que chaque destinée chez Danilo Kish est quelque chose qui renferme tout l'anonymat de l'histoire et qui fait sortir l'histoire de l'anonymat et qu'il travaille aussi bien, vous le savez, sur la fiction que sur tout est extrêmement précis. Et cette précision même, cette méticulosité est tout d'un coup sublimée, si vous voulez, par l'évanescence des choses, par le sentiment, par la sensibilité. Mais il n'y a pas aucune sensiblerie, il n'y a aucun pathos, c'est une chose très importante. Il n'y a pas de complaisance chez Danilo Kish, pas plus qu'il y a chez Kafka, mais cette énorme sensibilité qu'il y a, ça sort comme une vapeur. C'est-à-dire foisonnant, une histoire en entraîne une autre. Quand on décrit quelque chose, on fait des énumérations, comme chez Rabelais. Le réel est tellement riche qu'il est inépuisable, et puis au bout d'un moment, il faut donner une forme à ça, et là on coupe. Voilà. Il me disait qu'il réécrivait parfois ses nouvelles, qui sont longues pour certaines, jusqu'à 12 fois, à la machine à écrire mécanique, 12 fois, oui, ce que ça représente. Donc il était extraordinairement, vraiment rigoureux, exigeant avec lui-même, et du coup avec les autres aussi. Il avait raison. Et moi, il m'avait dit un jour qu'on mesure la valeur d'un écrivain au nombre de feuilles de papier qu'il a dans sa corbeille à papier. C'est-à-dire,
on mesure la grandeur d'un écrivain à ce qu'il a jeté. Il m'a dit ça comme ça. Moi, j'étais très effrayé d'entendre ça. Je me disais, si ça se trouve, il y a des merveilles qui partent à la corbeille. Il y en a peut-être. Alors, je crois que la question, il faut la poser à Danilo lui-même. Quel est le point commun, quel est le creuset, quel est le fil rouge qui passe à travers tout ça et qui peut éventuellement être la clé de son œuvre? Danilo Kiš. Ben, je pense que c'est la question des victimes. Il y a toujours les victimes dans tous mes livres et les bourreaux, bien sûr. Je pense que c'est la question principale qui paraît dans mes livres, et c'est aussi, si je ne me trompe pas, une sorte de biographie intellectuelle qu'on peut retrouver, comme on a dit, n'est-ce pas, fil rouge dans mes livres. Aucun malheur humain n'empêche pas la création, parce que la création transcende justement toute l'expérience humaine. Et ça, c'est Danilo Kiš, et je ne trouve aucun autre auteur à ce niveau-là, qu'il a transformé les deux grands malheurs en œuvre d'art. Je me souviens d'avoir eu des discussions avec Danilo à table autour d'une bouteille, où il me disait, il me l'a dit plusieurs fois, le principal ennemi pour un écrivain, c'est le pathos. Et c'est pour ça que écrire sur les camps est la chose la plus difficile, parce que on devrait pouvoir le faire en excluant le pathos. Voilà. Et il a réussi, et c'est même sa grande réussite. Il a écrit sur les deux plus grandes tragédies du XXe siècle, c'est-à-dire le stalinisme à travers le tombeau de Boris Davidovitch, le nazisme et ses conséquences à travers les trois récits plus ou moins autobiographiques qui culminent dans Sablier, et puis les deux dans Encyclopédie des morts, il y a les deux. Bon. Et on rit. Il arrive à introduire un coefficient d'humour et d'ironie là-dedans. Et ça, c'est un exploit, je crois, inouï. La race, donc c'est la famille, c'est mon histoire personnelle, c'est le père, la disparition de père, c'est la trilogie, le cirque de famille. De l'autre côté, c'est l'histoire même qui se déchaîne. C'est une histoire qui se déchaîne depuis 7 siècles. C'est le même esprit qui ronge l'imaginaire de l'homme et le transforme des victimes en bourreaux de soi-même. Donc ce sont deux univers complètement différents, mais ensemble donnent sens au XXe siècle. C'est-à-dire ce que le XXe siècle a vécu, c'est dans l'œuvre de Danilo Kiš qu'on peut le voir vraiment. I ja mislim da je taj fenomen nestajanja kojim je bilo obeleženo moje detinjstvo na neki način formirao i moju književnu ličnost. To da ljudi nestaju, da je moj otac nestao, što znači da nisam video njega mrtvog, da nisam video njegov grob, šta više, da sam očekivao njegov povratak jer on je otišao i nestao. Ja mislim da je to dobrim delom opredelilo moju literaturu. C'est pour ça que l'œuvre de Danilo Kiš est toujours actuelle, parce qu'en lisant son œuvre, on comprend qu'on n'a pas terminé à cette disparition des corps, ça n'a pas terminé avec le nazisme et le communisme, que ce sont des exercices préalables pour le monde à venir. C'est-à-dire on a devant nous le monde où le corps ne compte pour rien, le corps humain, unique et irremplaçable. Grands auteurs ont des métaphores qui leur appartiennent. D'après ma lecture de Danilo Kiš, le sablier est une métaphore de tout son univers. Et je dis, ce n'est pas le sablier comme instrument de la mesure du temps, mais c'est un sablier métaphorisé dans l'univers de Danilo Kiš, et c'est un sablier brisé, où seulement la moitié du temps coule, c'est-à-dire comme s'il lui manquait l'autre
moitié. Et l'œuvre littéraire, c'est pour ajouter cette autre moitié. C'est-à-dire, pour que le temps continue à couler, il fallait que Danilo Kiš crée toute son œuvre comme l'autre moitié de ce sablier. Alors il dit, la littérature doit, je pense, corriger l'histoire, parce que l'histoire est généralité et la littérature, elle, est concrète. C'est tellement vrai. L'histoire, c'est le nombre, l'anonymat. La littérature, c'est l'individuel. L'histoire est sans passion, sans crime et sans regret, du fait du nombre. Que signifient 6 millions de morts si on ne voit pas un seul et unique individu avec son visage, son corps, son âge et son histoire personnelle? Je ne cesse de repenser à ces horreurs-là qui ont marqué ma famille, qui m'ont d'une certaine manière déterminé. Et Danilo est quelqu'un qui a éclairé cette période et cette période monstrueuse et incompréhensible par la littérature. Et c'est magnifique. Il a parlé pour les vaincus, voilà, c'est ça. Oui. On dit toujours que l'histoire est l'histoire des vainqueurs, mais la littérature est la littérature des vaincus. Il est étouffé, c'est une littérature d'étouffé, c'est une littérature qui a de gens, de personnes qui a besoin qui cherchent l'air, qui cherchent constamment l'air parce qu'il est étouffé par le mensonge historique. Je suis une romancière très amoureuse de la fiction et plus j'avance, plus je suis persuadée que le contrat que nous propose la fiction et que Kiš maîtrisait absolument, la fiction nous dit « Je ne suis pas la vérité, je suis un contrat de vraisemblance, tu vas entrer avec moi dans un monde qui n'est pas le monde réel, mais grâce à moi, tu vas réfléchir à ton monde réel. Et peut-être comme ça, tu vas trouver la vérité. » Et au moins, c'est un contrat. Il y a écrit roman. Un tombeau pour Boris Davidovitch a dû paraître dans la deuxième moitié de 1979 et l'article a dû paraître dans la quinzaine littéraire au mois d'octobre ou de novembre 1979, tout de suite après. Dans cette revue, il y avait une rubrique qui s'appelait le livre de l'année. Et Jean-Baptiste Pontalis m'avait dit « Est-ce que vous avez un livre qui vous a impressionné cette année, qui serait pour vous le livre de 1979 et sur lequel vous voudriez écrire ?» Et donc j'ai dit tout de suite « Oui, un tombeau pour Boris Davidovitch ». Là, vraiment, ça fait un boom dans le monde littéraire, dans le monde critique. Il y a eu une presse dithyrambique, de très grands noms, qui n'étaient pas seulement des critiques, qui étaient aussi des écrivains, qui étaient des gens qui ont dit que c'était vraiment une révélation extraordinaire, une nouveauté en littérature, une nouvelle littérature et sur un sujet absolument important. Il y a un intérêt du public cultivé français pour cet auteur qui n'existait pas avant. Je pense que c'est le livre qui l'a lancé. J'ai eu l'impression, au bout de, je sais pas, 2 pages, l'impression physique, on peut dire comme une commotion, l'impression physique d'avoir affaire à un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui a un ton qui n'est pas interchangeable, une tonalité spécifique qui passait au travers des premières lignes de cette traduction très sèche, très syncopée et en même temps très claire de Pascal Delpech, de la première nouvelle qui ouvre le livre. C'était ma première traduction. Donc je travaillais seule, totalement seule. Je faisais le livre. Bon, quand j'avais des questions, bien sûr, je lui posais des questions. Je ne comprends pas bien ça, etc. Donc, au début, surtout, il répondait à mes questions. Et quand le livre était fini, que j'estimais que le livre était définitif, je lui lisais à haute voix. Et on avait un jeu un peu intellectuel d'un tribunal
Moi, j'étais l'accusé, lui, c'était le juge, et il me disait « Pourquoi t'as mis ça? Pourquoi cet adjectif? Pourquoi ce verbe ?» Et je devais trouver une justification. Si je n'avais pas la justification, c'est que c'était pas bon. Et le tombeau a eu son premier prix en France, qui était à l'époque un prix assez important. Il y avait une grande foire du livre à Nice, et il a eu le prix de la foire du livre, ce qui était important à l'époque en France. Ono što nisam znao, a što sada znam, a to je da će vas priznanja mnogo manje radovati, a da će vas porazi mnogo više koštati. Il a été quand même lui-même, à partir de la sortie du tombeau, victime d'un système et de mouvements aussi bien nationalistes que communistes qui lui ont coûté très cher. Radioscopie, Danilo Kish, Jacques Chancel. Ce que j'ai attendu d'être attaqué, qu'on va me dire que tout cela n'existe pas ou n'existe pas. Il n'y a pas de goulag, il n'y avait pas de destin comme ça, il n'y avait pas tout cela, et donc je m'ai bien documenté, j'ai fait ce qu'on connaît, n'est-ce pas, la technique de montage, n'est-ce pas, des documents de vrais, d'authentiques, de faux, j'ai inventé, j'ai mis de vrais, de faux, etc. Et après, il y avait un grand procès de plagiat, de non-originalité, etc., mêlé avec les choses politiques, mais c'était mené par les, disons, certains écrivains. Ces accusations calomnieuses de plagiat sont vraiment des... On parle de mort, là. On parle vraiment de tentative d'assassinat quand on accuse à tort un écrivain. Parce qu'après, il y a des cas de plagiat avérés, ça existe aussi. Mais la fausse, la calomnie, elle peut... on dit même que Maïakovski s'est suicidé, entre autres raisons, parce qu'il avait été accusé de plagiat en Union soviétique. Et Kiss, apparemment, a contemplé l'idée du suicide. Et c'est arrivé à d'autres écrivains. Celan s'est suicidé. Maintenant, on est d'accord là-dessus, s'est suicidé parce qu'on l'a accusé de plagiat et on l'a vraiment persécuté avec ça. C'était une accusation répétée, durable, de quelqu'un qui n'a jamais voulu le lâcher là-dessus. Il s'est servi d'un livre existant dont le but était de dénoncer ce que vous dites, c'est-à-dire bon, les victimes qu'a fait le stalinisme, mais il s'en est servi pour en faire autre chose, pour en faire un roman, c'est-à-dire quelque chose qui explore les comportements humains, qui explore ce qu'il y a de mystérieux, de paradoxal, de contradictoire dans l'expérience des hommes, et que révèlent les circonstances historiques. Parce que ce qui définit les régimes totalitaires, d'après Solzhenitsyn par exemple, c'est l'injustice, la violence, la terreur, etc. Ce qui définit les régimes totalitaires, quand on lit Danilo Kish, c'est les ruses, le trucage de la réalité, la stratégie du mensonge et le piège dans lequel ça enferme les gens qui y sont soumis. C'est tout à fait autre chose. Mais ça, enfin, il faut lire le tombeau de Boris Davidovitch pour vraiment bien comprendre ce qu'a fait Kiss et ce qui a fait qu'il a été détesté, à mon avis. Parce que c'était peut-être trop subtil aussi, pour des gens qui voulaient les sabots de l'authenticité nationale. Voilà, là on était dans du solide. Et on est aujourd'hui dans ce genre de délire. Enfin, ma nation, ma fierté, ma langue pure. C'était aussi quelqu'un qui haïssait les puristes de la langue. Quand on veut purifier une langue, après on tue les gens qui la parlent mal. C'est une évidence. Et ça, il l'avait vu aussi. La polémique a été tellement terrible pour lui qu'il y a répondu par un livre qui s'appelle La leçon d'anatomie, et il a répondu seul contre tous. Les quelques fois où il m'en a parlé, c'était ça. J'étais seul contre tous et j'ai fini par gagner. Paradoxalement, à cette accusation qui lui a été très très douloureuse, il peut repasser par tous les thèmes qui l'ont occupé dans toute son écriture en fait.
presque une chance, parce que ça nous a donné ce livre, La leçon d'anatomie, qui est aussi extrêmement drôle et qui pulvérise tout un petit milieu de critiques littéraires. Au moment où il est question de publier ça, chez Grasset, moi à l'époque j'étais chez Grasset, un directeur littéraire de Grasset vient me voir et me dit « mais c'est absolument pas possible puisque il y a des pages entières d'injures envers des gens que personne connaît ». Et donc moi, naïvement, je vais voir Danilo et je lui dis « bon, chez Grasset, on pense qu'il y a peut-être des passages comme ça qui sont très très liés au contexte et que personne ne comprend. Ou alors, il faudrait faire des notes en bas de page pour expliquer qui est qui, etc. Bon, ça deviendrait lourd et illisible. Est-ce que tu pourrais pas en produire une version pour les... » Et il s'est mis dans une colère noire. Et là, j'ai compris que j'avais pas compris. C'est-à-dire que j'ai compris que j'avais touché à un point très sensible. Il tenait à ce livre intégralement. U Francuskoj izišla jedna knjiga francuskog pisca Kristijana Salmona, koja je inače posvećena Danilu, piše Danilo Kišin Memoria. I ona se zove Grobnica literature ili Grobnica uobrazilje. On kaže tombeau de fiction. Dakle, pod fikcijom sve možemo, literaturu kao takvu ili čovekovo pravo da stvara i da izmišlja, ako hoćete, ne u negativnom smislu reći, nego. I ta je knjiga posvećena, dakle, Danilu i prvi tekst u toj knjizi, koja se inače bavi oblicima proganjanja pisca, oblicima uništavanja knjiga i proganjanjima pisca. Uvodni tekst se naziva Jedna fatva koja je prošla neprimećena i govori o Danilu i o onome šta se njim dešavalo oko grobnice za Borisa Davidovića. Dakle, to je nešto što ima, ja bih rekla da danas i dalje u nekom obliku postoji ta fatva. La leçon d'anatomie que j'ai lue avant de lire Tombeau pour Boris Davidovitch, qui m'a là totalement subjugué. Les deux spectacles qui ont été créés étaient quand même deux objets très très violents pour le public. Ça ne manquait pas d'humour, mais une sorte d'humour très noir, très construit sur l'accident, l'incident, etc. L'incident, en fait, théâtral. Il y a eu un premier spectacle, les Lions mécaniques, ce n'était pas un dispositif très lourd, en quelque sorte. Mais ensuite, le livre des rois et des sceaux, qu'on a intitulé Encyclopédie des morts, pour que ça soit plus brutal, ça c'était un très gros spectacle. Enfin, je veux dire, un spectacle important avec un quatuor à cordes, enfin, je veux dire 5-6 acteurs, etc. Voilà. Je pense que la critique en général, elle a plutôt été extrêmement étonnée de découvrir cette œuvre-là, quoi. On en était très 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 heureux de cette lecture. Je suppose que pour quelqu'un qui a l'habitude de lire les romans commerciaux qui sont publiés en avalanche dans tous les pays du monde, rentrer là-dedans, c'est compliqué. C'est un univers, il faut un effort. Bon, mais il faut un effort pour les Faulkner aussi. Hein. C'est aussi, on peut le dire, un écrivain, c'est un écrivain exigeant, difficile, parfois à la limite de l'ésotérisme. Et donc, il faut se donner un peu de peine pour le lire. Mais on est largement récompensé. Qui disait lui-même que son lecteur idéal était quelqu'un qui avait lu autant que lui, ce qui veut quand même dire beaucoup, beaucoup. Mais c'était quand j'ai connu Danilo, je me souviens, une des premières questions que je lui ai posées,
qui lisez-vous? Qui aimez-vous comme écrivain? Et il m'avait répondu, je ne lis plus de littérature. La littérature ne m'intéresse plus. Je lis exclusivement des ouvrages, des témoignages sur les goulags, sur les camps, etc., des livres de sociologie et l'écrivain américain Truman Capote. Il m'a dit, c'est tout ce que je lis. Le reste ne m'intéresse plus. Il ne me parlait pas de littérature. Il me parlait de vie surtout. Entre les livres, il y avait toujours une période assez longue où il lisait, où il préparait ses livres futurs dans sa tête, dans les notes, mais pas énormément, c'était surtout dans sa tête où il lisait beaucoup. Et là, il sortait, il vivait sa vie de bohème, comme toujours. Et quand il se mettait à écrire, il avait une vie beaucoup plus réglée. Il travaillait beaucoup, il écrivait. S'il sortait le soir, c'est parce qu'il était content et il se disait « j'ai bien travaillé, je peux sortir ». Mais là, dans les périodes où il écrivait, vraiment, il s'enfermait chez lui et il travaillait. On se voyait à Paris, soit dans son studio près de l'hôpital Saint-Louis, je ne sais pas si on vous en a parlé, un endroit justement très monacal. Il y avait un lit de camp, petite cuisine, un réchaud, une table, basta, rien d'autre. C'était quelqu'un qui vivait dans une frugalité matérielle. Il avait quelques petits objets personnels très discrets, c'était son histoire, sa vie, mais ce n'est pas quelqu'un qui collectionnait les souvenirs, qui gardait des souvenirs. Et quand les journalistes venaient chez lui, lorsqu'il a eu sa très grande réputation en France et à l'étranger, beaucoup d'équipes de télévision sont venues chez lui de l'étranger. Quand ils entraient dans le studio et ils regardaient ça, ils étaient étonnés par la simplicité, par le vide et par la discipline en fait. Je me souviens qu'une fois, j'étais allé lui rendre visite et je lui ai dit « Alors Danilo, tu écris en ce moment ?» Il m'a dit « J'écris. » Mes copains sont venus de Novi Sad ou de Belgrade, on s'est enfermés dans la cuisine, on a bu et on a chanté pendant 15 jours. Qui a envie d'écrire? Voilà. Et c'était tout à fait lui, il avait ce côté-là, bien sûr. Mais en même temps, une vie très modeste, très simple, très... Je crois qu'il était capable de rire de tout. Il était surtout d'une totale insolence, quoi. Il avait un côté... il ne respectait rien. Puis il avait cette espèce d'énergie... qui à la fin était un peu amorti parce que le cancer le rongeait. Je me souviens qu'il avait des moments terribles puisque... D'extraordinairement charismatique et attachant, il était grand, il avait un côté boxeur. Il avait un nez de cassé comme ça, le nez du boxeur, et je sais pas, il dégageait quelque chose de très très fort, de très puissant, de très humain effectivement, de très brisé aussi. Il y avait en lui une espèce de cassure, de brisure qui le rendait encore plus attachant. Il était conscient de son talent, de son génie même, et il savait que les grands écrivains de son temps l'estimaient beaucoup, l'appréciaient, le lisaient, le traduisaient, le faisaient traduire, et il s'attendait. Je crois que Danilo a eu des lecteurs venus de partout, parmi les gens qui ont lu Danilo Kish et qui ont été solidaires de lui et qui l'ont défendu. Ça va de Brodsky, qui était russe, à Susan Sontag, qui était américaine. Des gens aussi énormes, aussi importants que ça, ils ont trouvé son œuvre tellement importante qu'ils s'y sont consacrés à le faire connaître, alors qu'eux avaient leur carrière extraordinaire. Ils ont beaucoup contribué à ça. En France, personne n'a fait ça, en dehors de Kundera dans son séminaire. Il était un peu amer à la fin, parce qu'il trouvait qu'il n'était pas reconnu comme il aurait dû l'être. Mais il trouvait toujours que ses éditeurs n'en faisaient pas assez, ne lui donnaient pas assez d'argent et ne faisaient pas assez de publicité pour ses livres. C'est en 86, à la veille de notre départ à New York, où il avait une bourse Soros pour passer 2 ou 3 mois à New York. Jacques Lang, qui était le ministre de la Culture fameux de François Mitterrand, lui a remis la distinction de chevalier des arts et lettres.
un de ces 5 ou 6 écrivains de cette génération qui s'attendait à recevoir le prix Nobel. Et dans son cas, ça aurait sûrement eu lieu. Mais... Là aussi, des machinations, des intrigues au sein de l'Académie qui font qu'on a dit que ce sera pour plus tard, et puis malheureusement, il est mort avant. Razmišljam o njenoj posebnoj poziciji u kojoj se on nalazi uvek. Zato što je on, slobodno mogu reći, bio isto tako i u sferi književnosti kod nas jedna posebna ličnost. Jedan stvarno, ako hoćete, izuzetak po mnogo čemu. I on je kao svaki izuzetak navlačio stvarno mržnju. Vi konstantno imate jednu kišofobiju ovde, koja naravno ide paralelno sa nekim priznanjima što iznuđena, a što stvarno onako iskrena. Ali kako je on uvek govorio, čim počne neko da se te svojata preispitaj sebe. Enfin, ce qui est très fort avec Danilo Kiss, c'est pas qu'il est prophète, c'est simplement qu'il est lucide et qu'il voit ce qui va arriver. Et je pense que cette force qu'il avait d'être absolument transfrontalier, d'être hongrois, d'être serbe, d'être monténégrin, d'être français aussi, d'être de partout, ça déplaisait profondément à un milieu littéraire critique que je ne connais pas très bien, hein, mais qui, à ce que j'ai compris, était profondément nationaliste et identitaire. Et moi, c'est ça qui me touchait beaucoup chez lui, justement, ce côté, cette revendication et cette assomption de son identité apatride, cosmopolite, ouverte et en même temps déracinée aussi, voilà. Exilé, déraciné. Ah, très. Je me souviens d'une très longue discussion qu'on a eue quand il est revenu de son premier voyage en Israël. Mais il me disait en même temps, je ne suis pas juif. Parce que un juif, statutairement, c'est quelqu'un qui est né d'une mère juive. Bon. Sa mère était une monténégrine orthodoxe. En revanche, j'ai eu un destin juif. Voilà. Un destin juif d'Europe centrale. Bon, ça c'est tout à fait autre chose. Et puis, je lui ai dit à ce moment-là, mais tu as aussi dans ce que tu écris quelque chose de juif, c'est-à-dire le sens talmudique du commentaire infini. Le fait que le Dieu, pour les Juifs, le réel pour un romancier, est toujours fuyant. C'est quand on croit l'atteindre qu'on se rend compte qu'il est encore ailleurs. Bon, l'humour au cœur du désastre, ça fait partie d'une tradition juive constante. Dans les pires situations, il y a un humour qui peut naître. Bon, et je lui ai dit, mais... Et il m'avait répondu, oui, mais ça, moi, c'est tout à fait vrai, mais là, je suis juif malgré moi. Et il avait fini par me dire, moi, ce que j'ai le mieux aimé en Israël, c'est les quartiers arabes de Haïfa. Je lui ai dit, mais pourquoi les quartiers arabes de Haïfa? Et il m'a répondu, parce que ça ressemble au Monténégro. Ja sam čak davno nekad obećao. U nekom intervjuu rekao da ostajem sebi dužan jednu knjigu iz tog mog cetinskog razdoblja. Ne znam šta je to, valjda mi treba nekakva distanca vremenska ili ne znam kakva. Jer je to za mene također već jedan potonuli svet iz više razloga. Kažem, takve gimnazije, takve škole, takvih ljubavi, platonskih, apstraktnih, više nema. Tu se meni dogodile neke vrlo intimne, životne stvari, literarno vrlo teško obradive, nekakva književno, idejno, intimna iskustva koje čine nekakvu knjigu, nekakav roman koji u meni stoji, koji u meni živi. To je verovatno ta neka knjiga koja još postoji u meni. Da li ću je i kada ću je napisati, naravno, to ja ne znam. To sad je pitanje tehnike, epifanije, bogojavljenja.
Ça ne s'est pas trouvé, peut-être que s'il avait vécu plus longtemps, il aurait pu trouver un biais littéraire pour parler de ce Monténégro qui était aussi une part de lui, mais jusqu'à sa mort, il n'avait pas encore trouvé ce chemin. Quand il est mort, j'étais persuadé qu'il allait avoir une grande gloire posthume. Bon. Or, c'est vrai, en Yougoslavie évidemment, ou dans les pays qui constituent l'ex-Yougoslavie, c'est en train de devenir un héros national, c'est-à-dire comme d'habitude, les communautés qui ont craché sur le traître finissent par l'accueillir à bras ouverts. Ove godišnjice meni samo onako intenzivnije vraćaju u sećanje u prvom redu te nevolje kroz koje prolazi. Skoro da u njegovom književnom životu ovde, da za njegovog života nije baš bilo prijatnih trenutaka i onda kad ih je bilo, to je bilo sasvim pred kraj života, kada je država htjela da od njega napravi pisca koji je konačno njenom voljom rehabilitovan, ako bismo tako rekli. Što je on primao, kao svaki čovjek koji je negde slut i kraj, s punom ravnodušnošću. Un auteur comme Danilo Kiš ne peut en effet être évalué que dans un contexte mondial. Si on le définit par rapport au contexte yougoslave, des écrivains qui lui sont contemporains ou des écrivains antérieurs comme Andrić ou Kleča, bon, on ne voit pas l'ampleur. Si on veut comprendre l'ampleur de Danilo Kiš, il faut savoir le mettre en relation avec une espèce de famille d'écrivains, mais qu'il est le seul à rassembler. Comme, disons, univers poétique, on peut dire que c'est la réalisation poétique de ce que De Gaulle imaginait pour l'Europe, c'est-à-dire l'espace géopolitique de l'Atlantique à l'Ural. Là, la version poétique, c'est Danilo Kiš, ça existait, il a prouvé que ça existe, cette unité poétique. Mais je pense que ça viendra et que sa dimension de grand écrivain du XXe siècle, d'écrivain majeur du XXe siècle, il faut, je pense, un temps de décantation nécessaire. Oui, parce que dans ma tête, il est toujours vivant. Il y a toujours un moment où, quand j'écris quelque chose, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'en penserait Danilo? Donc il est là, quoi, au-dessus de mon épaule. Tandis qu'il écoute les yeux fermés, voilà ce que la harpe lui chante à l'oreille. Qu'il va bientôt cesser de travailler au champ chez M. Molnar, que son père ne reviendra jamais, qu'il va quitter la cabane au sol de terre battue, qu'il va enfin partir au Monténégro chez son grand-père, qu'il aura de nouveaux livres, qu'il aura 1500 crayons, 200 stylos à plumes, 5000 livres, que sa mère va bientôt mourir, qu'il va rencontrer une jeune fille qu'il aimera pour toujours, qu'il va voyager, qu'il verra des mers et des villes, qu'en remontant dans l'histoire lointaine et les temps bibliques, il recherchera ses origines troubles, qu'il écrira une nouvelle sur une harpe éolienne faite d'un poteau et de fils électriques.